Un an déjà, depuis que les spectateurs et téléspectateurs du match amical France-Allemagne du 13 novembre 2015 ont pris pour un gros pétard ce qui était en réalité la première détonation de la pire attaque terroriste que nous ayons connue. Depuis, la France et l'Europe ont à nouveau été endeuillées. Et c'est donc à la question de savoir si on peut combattre autrement et surtout plus efficacement le terrorisme qu'est consacrée cette soirée live de nos soirées en direct de Mediapart qui sont désormais devenues hebdomadaires. Pendant les 2 heures que nous passerons ensemble, nous donnerons la parole aux victimes et nous verrons, on s'interrogera sur les possibilité de réformer l'appareil sécuritaire. Mais notre première discussion s'intéresse à la question des djihadistes eux-mêmes. Qui sont-ils et surtout comment prévenir leur passage à l'acte? Pour en discuter avec Mathieu Suc, notre spécialiste expert maison, nous avons 3 invités. Wassim Nasr, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France 24. Vous aviez notamment fait paraître au printemps dernier État islamique, le fait accompli. C'était chez Plomb. En face de vous, Yves Frontignon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, vous, ancien analyste de la DGSE reconverti dans le privé. Et pour finir ce tour de table, Mourad Benchelali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien détenu de Guantanamo et vous vous consacrez maintenant à la prévention. Mathieu. Oui, alors, notre Premier ministre a dit que chercher à comprendre, c'était chercher à excuser. Non, pour essayer de combattre autrement le terrorisme, il faut d'abord chercher à comprendre quelle est sa nature. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité organiser ce premier débat définissant le djihadisme. Wassim Nasr, dans votre livre, vous dites, en tant qu'occidentaux, nous regardons toujours les choses avec notre prisme et aujourd'hui nous faisons les mêmes erreurs que les Américains ont fait il y a 10 ans. Alors, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas sur l'État islamique? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu son histoire et il faut dire qu'on regarde tout déjà avec ce prisme occidental et on regarde même comment traiter et prévenir le problème avec des yeux d'occidentaux et on traite le problème comme un problème qui ne concerne que l'Occident. Parce que toutes les entreprises de prévention ou d'éradicalisation, même si j'aime pas le mot parce que ça n'a aucun sens, sont toujours faites avec des yeux d'occidentaux, avec des paradigmes d'occidentaux, avec des grilles de lecture d'occidentaux, alors qu'il faut rappeler qu'à peine 5% des djihadistes sur la planète sont des occidentaux. Donc ça, c'est un fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, le djihadisme est devenu, en tout cas pour moi, l'affaire du siècle, pour différentes raisons. Parce qu'on vit une période où il y a un certain vide idéologique, ça je ne cesse de le répéter, et donc il y a beaucoup de jeunes, de moins jeunes, de par la planète, qui se retrouvent dans cette idéologie. Et il faut revenir aussi au problème qui anime le monde arabo-musulman, parce que le monde arabe a essayé tout, si je puis dire. Ils ont essayé le communisme, ils ont essayé les régimes militaires, ils ont essayé le panarabisme, le panafricanisme, et aujourd'hui, il y a le djihadisme. Et donc, quand on voit où est-ce qu'ils recrutent, donc sortir de ce regard occidental, où est-ce qu'ils recrutent les djihadistes, on voit qu'ils recrutent dans toutes les sphères de la société, du monde arabe en tout cas. Et pour qu'il y ait un mouvement djihadiste, par exemple l'État islamique, puisse s'imposer en Irak, en Syrie, en Libye et ailleurs, il faut de tout. Il faut des petites mains, il faut des combattants, il faut des gens qui réfléchissent, il faut des stratèges, il faut des gens qui font de la communication. Et ça va aussi pour Al-Qaïda, pour AQPA. Et on voit aujourd'hui, pour revenir au cœur de votre question, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? 15 ans de guerre contre le terrorisme. Et là aussi, le terme, il n'a aucun sens. On ne fait pas la guerre contre un concept. Le terrorisme n'est pas une fin en soi. Le terrorisme est un moyen à des fins politiques. Et le terrorisme est vieux comme l'histoire du monde. Donc aujourd'hui, ce que les Américains font depuis 15 ans n'a pas réussi, c'est un constat. Al-Qaïda est plus prospère que jamais alors que Ben Laden est tué en 2011. Si on regarde le Taliban, qui n'est pas vraiment dans le djihad international, mais les talibans aujourd'hui prospèrent dans toutes les provinces, ça veut dire dès que la pression militaire baisse, les groupes djihadistes ressurgissent. En Irak, l'État islamique, il a été confiné dans le désert, ils étaient quelques centaines en 2009, et ça a pris quelques mois pour qu'ils prennent la moitié de la Syrie, la moitié de l'Irak. Aujourd'hui, la pression militaire, elle est énorme. Ça fait 2 ans que ça dure quand même. Toutes les villes sont prises au prix de la destruction totale et de l'exode de la population. Donc dès que la pression militaire va baisser, ces populations qui ont été, les hommes de ces populations qui ont été écrasés aujourd'hui, il y aura une nouvelle génération dans ces camps, avec des milliers de personnes dans les camps, qui vont un jour ou l'autre reprendre les armes au nom d'une cause peut-être beaucoup plus radicale. Donc toutes les causes objectives de ce phénomène existent et survivent
oppression militaire depuis plusieurs décennies. Alors, Yves, donc, comme vous les a présenté Joseph, vous êtes un ancien agent de la DGSE. Alors je précise, parce qu'on a l'habitude des fois de voir des experts à la télé, que vous n'êtes pas un agent hors sol, vous êtes sorti depuis quelques années du service, mais vous continuez à produire des analyses qui sont dans le domaine public, que ce soit dans le journal Le Monde ou encore très récemment, c'est-à-dire hier, pour la fondation Adenauer, une fondation anglo-saxonne. Wassim nous disait tout à l'heure, le terrorisme, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Quel est le moyen poursuivi par l'État islamique ? Quel est donc qu'est-ce que cet État islamique qui nous frappe, qui nous cible? Pourquoi voilà. Le terrorisme, c'est un mode opératoire, c'est un choix. C'est un choix tactique décidé par un groupe politique. Vous pouvez décider de distribuer des flyers à la sortie d'un restaurant pour dire que votre cause est la cause la plus juste. Vous pouvez passer à l'action violente contre des groupes militaires, une armée, des forces de police. Vous pouvez décider de tuer des civils. Selon le fameux triangle théorique, vous frappez une population civile pour toucher l'État dont elle dépend, puisque vous n'êtes pas assez fort pour attaquer l'État lui-même. L'État islamique, de ce point de vue-là, est assez classique. Une organisation clandestine qui, à un moment donné, a un projet territorial, s'implante, recrute, avec l'aisance que décrit Wassim, se territorialise, crée quasiment un État, et dit on va dépasser les frontières actuelles et on va faire quelque chose qui est à nous, qui est notre califat, notre nouveau califat. Donc le terrorisme de l'État islamique, il ne s'exerce pas nécessairement partout. Dans certains cas, l'État islamique est une organisation militaire qui affronte militairement l'armée irakienne, l'armée syrienne, des forces de la coalition occidentale, des milices kurdes ou chiites. Et dans d'autres cas, l'État islamique recourt au terrorisme à Bagdad, dans le Sinaï, en France. Tout ça étant une stratégie à peu près cohérente, visant à lui se faire parler de lui, montrer son projet politique, territorial, et montrer qu'il se prétend le défenseur d'une population, d'un groupe, une population opprimée. Alors ça, c'est peut-être la différence. Mourad, j'ai envie de vous demander, donc on vous a dit, vous êtes pour retracer très brièvement votre parcours, vous êtes parti à l'âge de 19 ans en Afghanistan suivre votre frère, vous retrouvez dans un camp d'Al-Qaïda avant le 11 septembre. Vous allez rencontrer, enfin voir passer dans ce camp Oussama Ben Laden. Vous quittez le camp et cherchez à quitter l'Afghanistan. Entre-temps, le 11 septembre est survenu. Vous allez vous retrouver à Guantanamo, puis dans des prisons françaises, enfin à Fleury-Mérogis. Vous êtes sorti en 2006 et depuis, vous vous impliquez dans la prévention. On en reparlera tout à l'heure. Mais vous qui avez connu de près Al-Qaïda et qui maintenant essayez de faire de la prévention sur les jeunes qui vont être touchés plutôt par l'État islamique, est-ce que vous voyez des différences? On a souvent dit et Yves et Wassim commencent à nous le dire, qu'une des différences, c'est que l'État islamique avait réussi à s'implanter territorialement et être, ce que dit son nom, on y reviendra tout à l'heure avec Wassim, un État, ce que n'était pas Al-Qaïda. Vous, quelle différence vous voyez? Je ne sais pas si... Parce qu'en effet, j'ai été en Afghanistan. Alors, vous avez évoqué mon grand frère. C'est important pour moi de préciser que... Alors, il n'est pas parti avec moi et il ne m'a pas rejoint. Enfin, c'est lui qui m'en a parlé, mais j'assume ma responsabilité. Hein. C'est vrai que voilà, on l'évoque parfois, mais je ne voudrais pas non plus me dédouaner de mes propres responsabilités. Parce qu'en effet, j'ai toujours parti du point de vue que ce voyage en Afghanistan était une erreur. Mais quand je suis arrivé sur place, il y avait un État. C'était celui des talibans. Alors, en effet, Al-Qaïda dépendait de ces personnes, mais il y avait un État qui fonctionnait a priori assez bien. Et puis, il y avait Al-Qaïda, il y avait donc... Assez rapidement, je me suis retrouvé donc dans un camp d'entraînement à cause de circonstances compliquées. Hein. Ce n'était pas un engagement personnel de ma part. Toujours est-il qu'il y avait cet entraînement militaire, il y avait donc Oussama Ben Laden qui, en effet, évoquait des raisons. Quand il parlait du djihad, il avait son raisonnement, expliquait que c'était la fin justifiait les moyens, que c'était les attentats suicides étaient un moyen comme un autre de lutte, etc. Mais la différence avec les jeunes, moi, que j'ai rencontrés en Afghanistan, c'est que Al-Qaïda insistait beaucoup sur le fait que la réussite, la condition de la réussite était la piété et était l'idéologie. Donc on avait des jeunes qui, c'est vrai, qui parfois arrivaient et ne connaissaient pas grand-chose, mais insistaient beaucoup sur l'idéologie, sur le fait que c'était la condition de la réussite
Et donc, il y avait tout un embrigadement religieux qui était très, très fort. Et disons que j'ai remarqué avec les jeunes d'aujourd'hui que leur engagement dans le djihad est beaucoup plus spontané que pouvaient l'être les jeunes de l'Afghanistan à l'époque. Même pour entrer dans ces filières, c'était plus compliqué, il fallait connaître une personne. Donc ça demandait un vrai engagement. Et puis il n'y avait pas toutes ces publicités. Enfin, on pouvait ne pas être au courant de ce qui se passait en Afghanistan. Et donc voilà, je remarque que le cheminement était beaucoup plus long à l'époque qu'aujourd'hui. Voilà, moi c'est la seule différence que je pourrais faire. Effectivement, moi je vais abonder dans son sens, parce que d'après mes contacts avec des gens donc, de l'État islamique et d'Al-Qaïda, j'ai pu toucher ça vraiment. Moi, j'ai un communicant, si on peut appeler ça comme ça, d'Al-Qaïda, que j'avais rencontré en Turquie à l'occasion de l'écriture de ce livre, d'un documentaire que j'ai fait avec Kappa. Et il m'a dit très clairement, il m'a dit, nous, le djihad qu'on veut, on veut des gens convaincus. Il m'a dit une phrase qui est très parlante, il m'a dit, une personne qui rejoint le djihad à cause d'une vidéo, donc de propagande, va quitter le djihad dès qu'il sera exposé à une vraie scène de guerre. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut des gens convaincus qui pourront tenir le coup et rester convaincus quoi qu'il arrive. Oui, donc c'est ça la grande différence. Il y a une sorte... L'État islamique en a quand même. Oui, mais il y a une sorte... Aujourd'hui, on a un phénomène de djihad de masse. Contre un djihad d'élite. Contre un djihad d'élite qui était celui d'Al-Qaïda. Même si Al-Qaïda, aujourd'hui, est en train aussi de suivre le flux et de passer vers un djihad de masse. Et on commence à voir ça en Syrie, par exemple, avec le Front al-Nusra. Aujourd'hui, elle a quitté Al-Qaïda, mais on l'a vu en Syrie. Et on peut le voir ailleurs, par exemple, au Yémen, où ça reste un djihad d'élite au niveau du commandement, mais il se concentre aussi sur le recrutement des tribus et convaincre les tribus. Mais toujours dans cette idée de convaincre. Ils veulent des gens convaincus avec eux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ACPA est resté, donc Al-Qaïda dans la péninsule arabique au Yémen, est resté très forte au Yémen, malgré l'implantation de l'État islamique. Il n'a pas pu surpasser Al-Qaïda parce qu'Al-Qaïda, avec des très bons rapports, donc depuis des dizaines d'années, des décennies, avec les tribus. Dernier exemple de ces bons rapports, quand ils ont pris la ville de Mokalla, c'était les tribus qui géraient la ville de Mokalla. Et quand la coalition arabe, donc avec l'armée des Émirats, l'armée yéménite, l'armée saoudienne, ont voulu reprendre la ville, Al-Qaïda s'est retiré de la ville pour éviter la destruction de la ville. Mais de facto, parmi les gens qui géraient la ville, il y en a qui sont restés. Et donc Al-Qaïda garde son mot à dire. C'est ça aussi l'intelligence politique, si je puis dire, d'Al-Qaïda et l'expérience politique qu'a Al-Qaïda. Et d'ailleurs, quand le Front al-Nusra a cassé ses liens avec Al-Qaïda, ça s'est fait en bon accord avec Al-Qaïda. Et ça aussi, c'est de la politique. Parce qu'ils ont réussi, avec cette rupture officielle, de se rallier plus de rebelles. Et d'ailleurs, ils ont mis à défaut les Turcs, les Américains et les Russes. Et bon, on ne va pas entrer dans les détails, mais c'est ça qui a causé l'intervention turque, qui a proposé un autre projet viable aux rebelles, juste après que Al-Qaïda avait cassé le blocus quand même d'Alep. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Al-Qaïda fait de la politique, l'État islamique ne fait pas de politique. Et en revanche, pour revenir sur cette idée des idées préconçues qu'on peut avoir, des préjugés qu'on peut avoir, et que vous essayez de battre en brèche dans votre livre, ça peut paraître anecdotique, mais je trouve que ça en dit long sur notre rapport et sur notre façon d'appréhender ce djihad actuel. Vous expliquez que l'État islamique, les spectateurs ont peut-être noté qu'on ne prononce pas le mot Daesh, à cause de vous, Wassim, parce que vous expliquez que Daesh, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas un acronyme et enfin, je vais vous laisser vous raconter. Daesh n'est pas du tout un acronyme, et les mots ont un sens. Donc Daesh, c'est parce que déjà, il faut partir du principe que les acronymes n'existent pas en langue arabe. Il y a quelques groupes qui ont choisi d'avoir des acronymes comme le Fatah et le Hamas, par exemple, palestinien, à titre d'exemple. L'État islamique n'a pas choisi d'avoir un acronyme. Et ce mot Daesh, c'est une appellation péjorative qui a été inventée par ses ennemis, donc commencé par l'Iran, les chaînes de télé saoudiennes. Et Daesh veut dire celui qui sème la discorde ou celui qui écrase. Et ça rappelle surtout aussi, dans l'inconscient arabe, ça aussi, il faut le savoir, les batailles de Dahes al-Ghabra, c'était les batailles pendant ce qu'on appelle la Jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, quand les tribus arabes s'entretuaient pour des chameaux, ou pour des gains, ou pour des vols. Donc tout ça ramène dans l'inconscient arabe et justement, ce mot, il est choisi pour nier donc, à cet État islamique sa prétention étatique et sa prétention islamique. Et c'est pour ça d'ailleurs que les chancelleries occidentales, à commencer par les chancelleries françaises, ont choisi, ont essayé en tout cas d'imposer ce mot. Donc moi j'estime en tout cas en tant que journaliste que mon rôle est de
donner des éléments de compréhension, ne pas porter un jugement de valeur. Donc moi, j'appelle les choses comme elles sont. Après, je comprends que les ennemis de cet État, l'État français ou les autres, choisissent d'utiliser ce mot parce qu'ils sont en guerre quand même contre l'État islamique. Donc c'est un choix sémantique que j'estime, à mon humble avis, encore une fois en tant que journaliste, que je n'ai pas à faire. Est-ce que, Yves Trottignon, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Wassim Nass sur l'idée que Al-Qaïda ferait de la politique alors que l'État islamique n'en ferait pas? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on a l'impression qu'une des différences a en tout cas été effectivement le franchissement d'un seuil dans la violence et dans l'horreur. Et de l'État islamique, même si, bon, Al-Qaïda, mais notamment aussi dans le choix des cibles. C'est-à-dire que, par exemple, même si Zarqawi, qui est un peu à l'origine de l'État islamique, c'est un moment revendiqué de Ben Laden, Ben Laden, par exemple, n'approuvait pas la manière dont lui s'en prenait aux chiites. Est-ce que c'est ça que ça veut dire, qu'ils sont dans un tel seuil de violence diffuse et avec des cibles beaucoup plus larges peut-être que ce qu'était Al-Qaïda, qui fait qu'on ne parlerait pas de la même politique en tout cas? Alors, il y a plusieurs choses. Al-Qaïda se voit, on l'a dit tout à l'heure, comme une élite. C'est l'avant-garde de la conquête. Donc Al-Qaïda se voit comme un groupe d'élite avec en partie d'Égyptiens. Il y a quand même pas mal d'Égyptiens à l'intérieur, donc ça une intelligence stratégique et intellectuelle presque religieuse chez Al-Qaïda qu'on ne trouve pas chez l'État islamique. Il y a une espèce de raffinement intellectuel chez Al-Qaïda. Et il y a ce qui a été expliqué par Keppel il y a quelques années, il y a cette idée qu'Al-Qaïda cherche à affronter l'ennemi lointain et par ricochet, dans des années très longues, arrivera à son objectif au Moyen-Orient. Donc c'est long, c'est compliqué, c'est subtil, et à l'époque où Al-Qaïda fait ça, il n'y a pas beaucoup de volontaires dans le monde, dans la mouvance djihadiste. L'État islamique, c'est 10 à 15 ans plus tard. Le monde a évolué autour de d'Al-Qaïda, enfin, la révolution syrienne, la guerre civile syrienne, la seconde guerre civile irakienne. Donc il y a aussi une espèce d'appel d'air qui fait que l'État islamique, de facto, contrôle les territoires, et qu'il y a par ailleurs un phénomène, entre autres au Moyen-Orient, et entre autres en Europe occidentale, qui fait que plein de gens viennent. Et donc il y a la rencontre entre un projet d'État islamique et puis plein de gens qui viennent faire des choses, et qui sont effectivement moins subtils, moins intelligents, peut-être, ce que disait Mourad tout à l'heure, moins idéologisés, plus dans la fascination de la violence. Donc l'État islamique n'est pas moins bête, ou moins intelligent, pardon, pas moins intelligent qu'Al-Qaïda, mais recrute beaucoup sur sa violence, sur cette idée qu'effectivement, ce que disaient les théoriciens du terrorisme il y a 100 ans, la propagande par le fait. Vous agissez, vous montrez ce que vous faites, et juste ce que vous faites fait venir des volontaires à vous. Et après, l'État islamique, à l'origine, c'est quand même un groupe irakien, enfin jordano-irakien. Donc le poids des luttes communautaires et sectaires est extrêmement important. Al-Qaïda, ce n'est pas un mouvement qui naît sur un affrontement entre chiites et sunnites dans un pays qui est divisé, qui est dirigé par une minorité, qui en opprime une autre. Donc c'est vraiment dans l'ADN de l'EI, tout de suite. Et c'est pour ça que quand la guerre civile irakienne commence après l'invasion américaine, il y a très rapidement des tensions. Ce que raconte Wassim, ce que raconte Jean-Pierre Filius, ce que racontent les journalistes américains. Il y a des tensions entre Al-Qaïda qui dit « Ne soyez pas contre-productifs avec ce que vous faites en Irak, ne massacrez pas les chiites, ne vous en prenez pas aux yézidis, ne faites pas ça, ne faites pas ça ». Alors que Zarqawi et ses successeurs disent « Mais non, nous, vous ne comprenez pas. Nous, on n'a pas un projet global d'affronter les Américains sur 20 ans. Nous, notre projet, c'est de créer quelque chose ici et de nous venger. » Et c'est ce que écrivait Wassim il n'y a pas très longtemps sur la prise de Mossoul, sur le comportement des unités régulières ou des milices chiites ou des unités iraniennes ou irakiennes. À un moment donné, quand on regarde le terrain, on ne sait pas qui est plus violent que l'autre. Entre les djihadistes donc sunnites ultra-radicaux de l'État islamique, et puis les milices qui viennent se venger, qui volent les uniformes pour entrer dans Mossoul et passer à la vengeance tout de suite. Alors, il faut juste que je dise un truc aussi qui est aussi important par rapport à la violence. Par rapport à la violence, parce que bon, j'ai eu l'occasion d'interviewer le numéro 3 d'ACPA qui est mort à l'Annecy. C'est lui d'ailleurs qui a revendiqué les attentats de Charlie Hebdo. Et il m'avait dit que lui, étant émissaire de Ben Laden, il a été envoyé dans les années 90 aux Philippines pour dire aux gens d'Abu Sayyaf qu'il ne fallait pas filmer les exécutions parce que des familles musulmanes pourraient les voir et que exhiber la violence comme ça était inacceptable pour Al-Qaïda. Et deuxième chose qui est aussi d'une certaine importance, je pense, l'État islamique, il est en révolution générationnelle aussi. Si on regarde la moyenne d'âge des chefs de l'État islamique, elle est à 40 ans.
allez, 50 ans pour aller très loin. Donc aussi, c'est une révolution contre les clans locaux, contre le clergé local et contre Al-Qaïda. Al-Qaïda qui est perçu comme une vieille organisation. Donc ça aussi, ça à prendre en considération. Et alors justement, ces considérations, cette opposition face à Al-Qaïda, ces considérations de géopolitique locale, irako-syrienne, quel effet ça a sur nos djihadistes français? Yves Trottignon, tout à l'heure, a cité quelques éminents chercheurs. En gros, il y a plusieurs écoles. On va nous présenter, alors j'ai recensé un petit peu, on va vous dire que les djihadistes français, c'est d'abord la manifestation d'une crise post-coloniale liée aux difficultés économiques et sociales. C'est les déclassés qui sont en échec scolaire, qui ne trouvent pas de travail. On va vous dire aussi, sinon que c'est des explications, on va vous donner des explications psycho à des gens qui ont des pathologies mentales ou qui sont sous l'influence des jeux de guerre, des jeux vidéo, Call of Duty ou autres. Et puis il y a ceux qui vont dire qu'il y a des motivations politiques et ou religieuses. Parmi tout ça, on est un petit peu perdu. Le djihadiste français, alors c'est peut-être un peu caricature, mais comment, vous trois, comment vous analysez ça? Est-ce qu'une thèse est plus forte que les autres? Est-ce que c'est un amalgame de tout ceci? Je m'embarque de la parole brutalement. Il n'y a jamais d'explication simple à un phénomène complexe. Une fois qu'on a dit ça, une formule un peu brutale, on ne sait pas, le djihad, on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, on dit djihad et le terme est déjà pas satisfaisant. On dit djihadisme, qui est un néologisme. Le djihad, quand on synthétise un petit peu, on se dit que c'est une mouvance et dedans des djihad locaux. Al-Qaïda, c'est le Yémen, c'est le Nord Mali, c'est des gens en Libye, c'est des gens qui ont été dans le Sinaï, qui maintenant sont dans l'État islamique, c'est aussi Abu Sayyaf, c'est la Jamaïa islamiyya indonésienne. Donc, et tous ces gens ont des causes qu'ils estiment être qu'on peut appeler être un djihad, qu'on peut dire que c'est un djihad, et en même temps, sont toutes différentes. Voilà, l'irrédentisme touareg, djihadiste d'Ansardine, c'est pas Abu Sayyaf, et c'est pas le Cachemire, et c'est pas l'Asie centrale, et c'est pas le MIO, et c'est pas les djihadistes français. Et donc, on peut effectivement organiser un concours d'ego dans la presse où chacun avance sa spécialité. Donc effectivement, vous avez cité Burgas sur l'identité postcoloniale, c'est une thèse très pertinente. Vous avez Berthaud et Roy sur la radicalité qui s'islamise. Vous avez d'autres qui vont dire, comme Keppel, que c'est l'islam qui est traversé par des courants radicaux. Vous avez après des spécialistes qui vont travailler sur telle école juridique qui a généré telle violence, la Mauritanie, le Yémen, les tribus, le wahhabisme saoudien. Et on se rend compte que tout le monde a un petit peu raison, parce que tout le monde regarde un bout du phénomène. Et que pour l'instant, on en est encore à compter les différentes facettes. Et qu'effectivement, on ne peut pas écarter le fait que vous ayez une ou deux pathologies mentales lourdes chez les djihadistes, d'Al-Qaïda, d'Ansardine, et de même qu'on ne peut pas exclure que dans des réseaux djihadistes français, vous ayez des déclassés sociaux, des gens en rupture identitaire, mais au final, l'explication unique qui vous est assénée dans la presse ne correspond à rien, parce qu'elle ne répond pas à tous les cas que vous avez à traiter. Alors, j'aimerais vous lire un passage, on va faire un poil de promo, c'est un article qui va sortir très prochainement au sein de Mediapart, mais on a mis la main sur des écoutes concernant Rachid Kassim, ce propagandiste français de l'EI, qui s'adressait à un des deux futurs tueurs du père Hamel à Saint-Étienne, à l'église de Saint-Étienne de Rouvray. Et je trouve que, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est très éclairant sur le discours politique qui cherche à être véhiculé. C'est-à-dire que Kassim, à ce moment-là, explique qu'ils sont en train d'évoquer les projets d'attentat. Son interlocuteur a envie de taper dans une synagogue. Et Kassim le dissuade en disant « Tu sais pourquoi je te dis ça ? Parce que quand tu tapes la synagogue, les gens, ils pensent tout de suite au conflit israélo-palestinien. Donc la boîte de nuit, c'est toucher au symbole français, ça veut dire toucher à tout, et c'est la merde. Franchement, c'est le mieux. » Plus tard, il revient là-dessus. Il lui dit « Il faut bien faire ta vidéo de revendication en amont de l'attentat. Et tu dis bien que tu prêtes allégeance à Abou Bakr al-Baghdadi, donc le calife. Tu parles du sujet là que je t'ai dit parce que c'est très très important. Et en concluant, en gros, tant que vous n'arrêtez pas vos avions, tant que vous continuez de bombarder, tu leur dis, on va intensifier nos attaques. Donc on voit bien là que
il y a un message politique qui est du terrorisme très classique, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, ce n'est qu'un moyen avec un but très politique, pour le coup, c'est arriver à interrompre ces bombardements et la participation de la France à la coalition. Ça me permet de venir sur une question qui a été beaucoup posée au lendemain du 13 novembre et par la suite. Certains ont dit si l'EI nous frappe à l'heure actuelle, c'est parce que la France participe à la coalition. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est l'analyse que vous faites de cela? Moi, je pense qu'il faut être lucide là-dessus. Ça veut dire, en ce qui concerne les Occidentaux et les Français qui ont rejoint les rangs de l'État islamique, il y en a beaucoup qui étaient déjà prédisposés à frapper dans leur propre pays. Mais l'État islamique, comme tout groupe, il est rationnel. Donc sa priorité, pour un certain temps, c'était de construire son État. Donc tous ces atouts humains, matériaux, machin, étaient mis au service de la construction de cet État. Mais une fois la coalition a commencé à frapper, il a fait passer quelques-uns de ces atouts pour commettre des attentats terroristes. Mais il faut aussi dire que l'État islamique a toujours eu un coup d'avance, si je puis dire, parce que je vous rappelle que les prises d'otages de journalistes occidentaux, dont des confrères français qui ont été libérés depuis, ont commencé bien avant la déclaration du califat. Parce que l'État islamique savait pertinemment qu'une fois il va déclarer son califat, qu'il y aura une coalition qui va le combattre, et comme ça, il aura une monnaie d'échange. Donc, dont les otages. Je vous rappelle aussi qu'un djihadiste qui s'est fait exploser en Allemagne et qui a tué personne avait rejoint la Bulgarie et l'Allemagne plusieurs années avant. C'était un soldat qui était dans les rangs de l'État islamique en Irak. Et d'ailleurs, dans sa vidéo, il a dit « Je revoue allégeance ». Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et après, on a su qu'effectivement, il avait participé un tout petit peu au combat en Syrie. Fin 2012, il a rejoint la Bulgarie et puis l'Allemagne. Donc, ils préparent leur coup. C'est des gens qui réfléchissent et qui ont une vraie stratégie. Une vraie stratégie pour faire la guerre, pour construire leur État et pour savoir taper où ça fait mal. Donc, le fait que la France et les pays occidentaux font des frappes, eux, ça leur permet d'attaquer et de dire on attaque pour ça, mais ils se sont bien préparés pour ça. Et ils utilisent qui? Le fait nouveau, ils utilisent des citoyens occidentaux. C'est ça qui aujourd'hui qui est différent par rapport à avant. Avant, on avait le Hezbollah ou d'autres groupes qui envoyaient des Moyen-Orientaux faire des attentats. Après, il y avait quelqu'un avec qui négocier, les Iraniens ou autres, et c'était réglé. Là, aujourd'hui, c'est complètement autre chose. C'est des ressortissants occidentaux qui font des attentats dans leur pays avec des moyens trouvés sur place, donc les armes achetées en Belgique, l'explosif fait sur place. Et d'un autre côté, on voit des ressortissants occidentaux égorger d'autres occidentaux, comme le fameux Jihad John qui est mort dans le désert syrien. Donc malheureusement, si on est habitué à voir des Arabes s'entretuer ou des Arabes comme Zarqawi tuer un Américain, ça c'est normal. Mais voir un Londonien avec l'accent d'un quartier de Londres égorger son concitoyen dans le désert, c'est pas habituel. Voir des Français élevés en France, nés en France, qui ont été aux écoles de la République commettre des attentats, c'est inhabituel. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Et alors justement, ça va nous permettre de revenir, Mourad, sur l'aspect de la prévention. On a vu la diversité des profils des djihadistes ou des apprentis djihadistes séduits par les thèses de l'État islamique. La barrière supplémentaire dans l'horreur franchie peut-être par l'État islamique. Qu'est-ce que vous répondez à ça quand vous êtes confronté à des jeunes qui vous parlent d'abord, est-ce qu'ils vous parlent spontanément de leur fascination pour l'État islamique, de leur volonté de participer au djihad? Enfin, comment ça se passe? Oui, je rencontre des jeunes qui ont malheureusement de la sympathie pour le djihad en général, hein, pas que l'État islamique. Juste pour ajouter sur ce qu'a dit Wassim, sur le fait qu'on a la nouveauté, que ce soit des Français qui frappent la France, j'ai tout de suite à l'esprit l'affaire Kelkal. Bon, c'est un jeune qui a grandi à Lyon, qui a été élevé en France et qui s'en est pris à la France. Donc, l'attentat des années de 1995. Un attentat en 1995. Donc, il y avait quand même des jeunes, puis il y a des attentats qui ont été déjoués aussi par des Français, a priori contre la France. Mais
Donc je pense que ça existait déjà, mais c'est vrai que la proportion est largement différente. Après, des jeunes qui ont une vision très manichéiste finalement du monde. Moi, je parle beaucoup avec des jeunes qui ont finalement 16 ans, 17 ans, 18 ans. Enfin, c'est une génération qui est quasiment née au moment du 11 septembre. Et ils se sont fabriqués la conviction. Alors, c'est un cheminement, en vérité. Je pense que j'ai un peu de mal quand on dit que les jeunes basculent dans le djihadisme comme si c'était un phénomène spontané, mais je pense qu'ils se sont fabriqués une vision très manichéiste du monde entre finalement un monde arabo-musulman et puis un autre qui serait judéo-chrétien, etc., en confrontation, espèce de choc de civilisation, mais que c'est un cheminement en vérité qui est arrivé, qui s'est fabriqué sur le long terme. Parfois même des jeunes ont grandi comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on explique cette vulnérabilité à accepter les thèses de l'État islamique ou d'autres groupes. Donc voilà, je pense, voilà, quand je discute avec eux, je me rends bien compte que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que ce qu'on peut bien souvent imaginer ou décrire. Voilà, c'est pas des jeunes qui, comme ça, du jour au lendemain, basculent comme un loup-garou qui regarderait la pleine lune et qui s'y transforme en... Je pense que c'est plus compliqué que ça et que voilà, c'est... Le loup solitaire express n'existerait pas. C'est donc un scoop qu'on j'ai un nous peu de mal avec cette idée. Mais l'être humain est complexe. Ça veut dire on découvre l'eau chaude, limite, avec l'État islamique et l'usage du terrorisme. Beaucoup de groupes avant lui, d'extrême gauche, d'extrême droite, ont fait usage du terrorisme. Donc, et les petites mains, c'est pas les penseurs. Et les penseurs, c'est pas les exécutants. Donc il faut aussi faire la part des choses. Nous, on se concentre sur ceux qui commettent les attentats. Bon, ceux qui commettent les attentats, c'est des gens qui sont capables de le faire. Donc, des gens qui ont des réseaux pour acheter des armes, des gens qui ont des réseaux pour avoir des points de chute. Et on a bien vu que cet étudiant algérien qui a essayé d'attaquer l'église de Villejuif et qui a malheureusement tué une personne, il a fini par se tirer une balle dans le pied et appeler le SAMU. Et on voit d'un autre côté, quand c'est des anciens délinquants qui se mettent à l'œuvre, le résultat. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Ils ne vont pas envoyer en France un étudiant libyen qui n'a jamais mis les pieds ici commettre un attentat ici. Donc après, c'est juste pour dire qu'on s'étonne à chaque fois des profils anciens délinquants. Mais ce n'est pas du tout inhabituel, c'est même pragmatique que ce soit des anciens délinquants. Pour articuler à la fois ce que disaient Mourad Menchelali et Wassim Nass, c'est-à-dire à la fois la question de la stratégie de l'EI et qui dans quelle mesure pour vous, Yves Rotignon, elle va changer, enfin, elle est déjà en train de changer au fur et à mesure que cette organisation dont vous avez décrit l'importance pour elle de se constituer comme État est quand même réduit militairement et territorialement. Est-ce que ça veut dire intensification des attentats en Europe, a priori ? Et du coup, pour faire le pont avec ce que disait Mourad, quelle stratégie on peut opposer à ce qui sera la nouvelle stratégie de l'EI? Alors, cette réponse à ça, c'est très bien. Je vous mentirais en répondant de façon très ferme quelque chose de définitif. L'EI est en train de perdre militairement. On savait que ça allait arriver, c'était une question de temps et de moyens, de mobilisation. Les États-Unis ont patiemment monté une coalition, rassemblé des moyens, ont communiqué sur les phases d'assaut qui allaient être lancées sur certaines villes. Donc militairement, on sait que l'État islamique va disparaître. Donc on sait ce qui va se passer après. On le sait en théorie, on sait que l'État islamique va revenir en ville, revenir à un groupe clandestin, il va faire du terrorisme urbain et de la guérilla urbaine d'intensité variable en fonction des zones. Ça pose un certain nombre de questions, effectivement. Que vont devenir les wilayas, les franchisés de l'État islamique dans le Sinaï, en Libye? Est-ce qu'ils vont redevenir des groupes locaux? Est-ce qu'ils vont s'enterrer, fusionner avec d'autres groupes djihadistes qui sont sur place? Il y a d'autres groupes djihadistes en Égypte que l'État islamique. Ce à quoi on s'attend en Europe, c'est d'un côté le retour de combattants aguerris de l'EI, qui vont revenir progressivement. Et on s'attend évidemment, mais le contre-terrorisme, ce n'est pas un art divinatoire, donc on espère toujours se tromper quand on prévoit le pire. On redoute évidemment que la perte de lieux symboliques de l'État islamique, comme Raqqa peut-être d'ici quelques mois, comme Mossoul dans quelques mois aussi, on redoute que les attentats soient commis en représailles. Il se trouve que pour l'instant, ça n'a pas été le cas, parce que les services veillent, que les autorités sont mobilisées, que les coopérations se renforcent. Mais effectivement, on s'attend à ça, enfin, on redoute ça. Et on va revenir à quelque chose qu'on est censé savoir faire. On est censé travailler sur des réseaux clandestins. Le contre-terrorisme, ce n'est pas une nouveauté. Enfin, travailler sur les brigades rouges, Action directe, des mouvements palestiniens. On n'a pas découvert le terrorisme avec le GIA en 1995. Ce à quoi on est confronté, en revanche, en Europe,
et au Moyen-Orient aussi, c'est tout à l'heure ce que disait Wassim sur la massification, le nombre de volontaires extrêmement élevé et le fait que les réseaux sont de plus en plus éclatés avec les cellules autonomes. Alors il n'y a pas de solitaire, effectivement, ça on ne le dira jamais assez. En revanche, vous avez des cellules autonomes de quelques individus ou des clans urbains qui sont connectés de loin en loin. L'affaire du Bataclan est très intéressante, c'est un vieux projet. L'affaire de Charlie Hebdo, c'est aussi des gens qui sont connectés à des générations précédentes de djihadistes. Donc vous avez des relais qui sont passés. Vous avez tout à l'heure, on parlait de la fascination pour le djihad, des idéologisés récents par rapport aux intellectuels, si j'ose dire. La stratégie, je serais tenté de dire de façon désagréable qu'on n'en a pas. On y viendra dans la deuxième partie. Non, mais on n'en a pas parce que c'est pas facile. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez empêcher des attentats? Ça, les services sont organisés pour le faire. Je ne vous dis pas qu'ils y arrivent toujours, mais ils sont organisés pour le faire. Est-ce qu'on veut éteindre le phénomène? Est-ce qu'on peut éteindre un phénomène historique ou politico-religieux ou social? Pas nécessairement. Enfin, on peut faire plein de choses. On peut faire de la prévention, on peut travailler des sociologues, des ethnologues, des anthropologues sur les causes qui font qu'on devient djihadiste par tel cheminement au Niger et par un autre aux Philippines. Le fait est qu'une fois que vous avez obtenu les résultats, après 15 ans de travail, donc avec un temps politique inacceptable, bien entendu, vous vous trouvez confronté à un phénomène qui, entre-temps, a muté 3 fois. Alors, on arrive à maîtriser des outils maintenant, des compréhensions de ce que qu'était Al-Qaïda historique, ou ce qu'a été l'État islamique, je dirais pré-État islamique, hein, la rébellion djihadiste irakienne des années 2006-2007. Les historiens commencent à avoir des conclusions, mais pas de peau. C'est trop tard. Ça a changé. Alors, peut-être, puisqu'on redétaillera dans le second débat tout ce qui ne va pas ou ce qui va dans le contre-terrorisme, mais dans ce que vous disiez justement sur si on veut vraiment éradiquer, si tant est qu'on puisse éradiquer, il y a l'exemple de Morad Benchelali et de ses tentatives de prévention, et on voit à Mediapart, il y a quelques mois, on avait sorti un rapport émanant de Matignon expliquant que pour essayer de faire de la prévention utile, pour faire de la déradicalisation, il ne fallait pas des costumes cravates avec tatoué État, représentant de l'État sur le front, mais qu'il fallait des gens qui étaient des symboles, qui pouvaient parler à des gens perdus ou tentés par l'islam radical. Morad Benchelali, vous avez ce symbole-là, vous portez encore métaphoriquement le costume orange. Ça a été la première chose qu'on a dit quand on vous a présenté. C'est ex-détenu de Guantanamo. À chaque fois, ça parle aux jeunes, ça parle à tout le monde. Et pourtant, on vous utilise très peu. C'est-à-dire, qui concrètement, vous nous dites que vous faites de la prévention, mais qui vous invite? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont des associations? Enfin, comment ça se passe? Alors moi je ne suis pas par nature prescripteur, je ne suis pas tapé à la porte en disant j'ai des choses à dire, invitez-moi. D'autres le sont, j'ai un vécu, de manière très mercantile. J'ai un vécu que je partage volontiers. L'idée, c'est pas de dire aux jeunes, attention c'est dangereux, surtout pour ceux qui auraient envie d'aller en découdre, mais c'est d'essayer de leur faire comprendre que c'est pas une bonne idée, ou que s'ils avaient envie d'aider les musulmans, que c'est peut-être pas la meilleure manière de le faire. Mais en tout cas pour ces jeunes-là, c'est-à-dire que l'idée c'est simplement d'échanger avec eux. Alors évidemment, moi je suis un ancien de Guantanamo, donc il y a déjà un lien affectif. Je suis musulman, je n'ai pas renié ma religion. Hein. Donc il y a un lien qui se crée avec les jeunes. L'idée c'est simplement d'échanger avec eux pour qu'ils comprennent un certain nombre de choses, en tout cas pour les plus jeunes. Après, un adulte qui aurait 19, 20 ans et qui aurait décidé d'aller défendre telle ou telle cause, moi à la limite, j'aurais pas grand-chose à lui expliquer. C'est-à-dire que moi, je m'identifie beaucoup à ma propre histoire. Et je suis touché quand c'est des jeunes de 15 ou 16 ans. Je pense que ce n'est pas la même responsabilité. Et puis moi, je me mets à leur place. Je me dis, si en 2001, on était venu me voir avec une personne qui, elle, aurait été expérimentée ou qui aurait connu l'Afghanistan, qui m'aurait dit, attention, Mourad, n'y va pas, voilà pourquoi ce n'est pas une bonne idée, peut-être que je ne serais pas parti. Enfin, je me pose aussi cette question, et c'est la simple raison qui me donne envie de le faire. Voilà. Après, voilà, il n'y a pas de méthode miracle, et d'une part. Et d'autre part, moi, je peux juste raconter mon histoire, je ne peux rien faire d'autre. Ça je comprends bien, mais juste, qui donc vous invite? Ah oui, pardon. Voilà, parce que c'est quand même oui, très important. Alors, il m'arrive d'intervenir dans des prisons. J'ai d'ailleurs rencontré d'anciens de Syrie.
Pour des institutions, oui, des institutions comme les écoles. Il m'arrive d'aller à l'école. Je suis intervenu aussi pour la protection judiciaire de la jeunesse, donc c'est le ministère de la Justice. Après, j'ai autant de difficultés que d'invitations, ou de refus que d'invitations. C'est-à-dire qu'il y a aussi, alors sur le papier, en effet, on dit qu'il faut donner la parole à ceux qui sont passés par là, mais j'ai aussi beaucoup de réticences. Il y a beaucoup de réticences sur le terrain où des gens disent mais on ne peut pas donner la parole à un ancien détenu, on ne sait pas si son discours est ambigu. C'est encore une parole que j'ai entendue la semaine dernière. Donc j'ai énormément de refus et de difficultés à le faire. Mais bon, l'essentiel, c'est que malgré tout, il reste quelques invitations. Donc voilà, je continue à le faire. Mais c'est vrai que c'est très, très compliqué. Mais c'est une vraie question qui se pose. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore décidé en France, en tout cas, est-ce que donner la parole à ceux qui sont passés par le djihad fait partie du problème ou de la solution? Je pense que voilà, on n'a pas encore décidé sur cette question en France. Simnas, non, pour un mot de conclusion? En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis ces affaires, donc depuis plusieurs années, j'ai appris à traiter ce phénomène avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai commencé à le traiter avec beaucoup de préjugés, et j'ai appris, au fur et à mesure, en parlant à des gens, que c'est très complexe, qu'on ne peut pas dresser un schéma avec des clairs et définis, que l'humain est complexe, et qu'aujourd'hui, je pense que l'époque est propice à l'évolution et le développement des mouvements djihadistes, que ce soit sous la bannière de l'État islamique ou d'Al-Qaïda ou d'autres. L'époque est propice. Et aujourd'hui, ils arrivent à véhiculer un message qui est audible par beaucoup plus de gens qu'avant. Je vais juste donner un exemple. Moi, j'ai connu une famille très touchante, une famille française. Le fils est parti faire son djihad en Syrie. Il a fini kamikaze en Irak. Ce jeune était altermondialiste, écolo. Bon. D'une famille, classe moyenne, haute classe moyenne, frère ingénieur, bon. Donc on ne peut pas dresser de schéma. Lui, il n'est pas allé pour venger son père qui a travaillé dans les usines françaises. Il y est allé parce qu'il est convaincu par cette idéologie. Donc dans ce mouvement, il y a de tout. Il ratisse large et aujourd'hui, l'offre qu'ils envoient attire beaucoup de monde. Et du moment où, malheureusement, peut-être, il n'y a pas d'offre en face, une offre viable, une offre qui fait rêver, ça va continuer à prospérer, que ce soit en France, en Occident ou ailleurs. Et je dis juste une dernière chose, je répète une chose, on regarde ce phénomène avec un prisme occidental, alors qu'à peine 5% des djihadistes sont des Occidentaux. C'est un phénomène mondial, global, qui s'articule dans le monde arabe-musulman. On s'y intéresse parce que ça touche au cœur à cause des attentats, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et les solutions qu'on peut imaginer viables dans des sociétés occidentales ne sont pas pour autant pour tout le phénomène djihadiste, donc on ne réussira pas à trouver les bonnes réponses si elles sont juste occidentales. Donc il faut réfléchir avec beaucoup d'humilité en se penchant sur ce phénomène. Merci beaucoup à tous les trois.